L'entreprise chinoise prépare des ventes secrètes d'armes à l'Iran. L'opération prévoit l'acheminement de ces armes via d'autres pays afin de dissimuler l'origine de ces cargaisons via Al-Malawi, une trajectoire très sophistiquée. Racontez-nous. Oui, une partie des équipements chinois transitent par plusieurs pays avant d'arriver en Iran. Regardez cette carte. Ce matériel quitte souvent la Chine pour aller vers les plateformes commerciales comme Hong Kong ou Shenzhen. Ensuite, il passe par des États intermédiaires, les Émirats arabes unis, la Turquie ou encore les pays d'Asie centrale. Pourquoi ? Parce que cela permet de brouiller les pistes. Les cargaisons changent plusieurs fois de société, de documents douaniers, parfois même de destination officielle. Cette opération complexe, vous l'avez compris, permet de dissimuler l'origine des cargaisons. Amal, concrètement, de quelles armes parle-t-on et comment la Chine joue-t-elle cette ambiguïté ? Alors, il ne s'agit pas de chars ou d'avions de combat livrés officiellement. Le New York Times parle de technologies dites à double usage, c'est-à-dire des équipements qui peuvent à la fois avoir une utilisation civile, mais aussi... On imagine mal que ces entreprises privées jouent à ce jeu très dangereux sans que le régime chinois soit au courant. Il y a manifestement une complicité entre le public et le privé. L'État chinois, quand même, on n'est pas dans une démocratie, donc l'État chinois, quand même, gouverne tout l'ensemble, y compris économique. Donc une industrie privée qui se permet d'exporter des composantes capables de participer à la fabrication d'une arme, finalement, c'est un moyen de dire non, moi, au niveau de l'État, je suis pas au courant. C'est le privé qui le fait, mais qui peut croire cela? Donc en fait, on est dans l'image, mais dans l'image, finalement, on sait que c'est faux, que tout le monde pensera que c'est faux, mais on le fait quand même pour dire en gros, je fais ce que je veux, mais non, ce n'est pas moi, c'est une industrie privée. Alors, on voit bien comment fonctionne la Chine. Maintenant, pour revenir à ce qui vient d'être dit aussi, si vous reprenez le rapport de 2025 du Pentagone au Congrès, pour revenir un petit peu sur cette menace, notamment sur Taïwan, d'ailleurs, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est quand même qu'il est prévu. Pour les Américains, le Pentagone pense qu'en 2027, la Chine sera en mesure de contester finalement l'intégrité territoriale de Taïwan. 2027, c'est quand même l'année prochaine. Oui. Alors peut-être que maintenant, en plus, les Américains doivent beaucoup plus s'inquiéter parce que comme ils ont dépensé beaucoup de munitions qui auraient pu servir dans le cadre d'un conflit avec la Chine, il y a maintenant un souci finalement de crédibilité pour défendre Taïwan. Et là, on pourrait rediscuter sur finalement le contexte géopolitique, sur oui ou non la Chine osera aller à Taïwan et est-ce que les États américains protégeront Taïwan. Moi, je commence quand même à avoir un doute. Et parce que général, certes, on a vu la montée en puissance militaire de la Chine, mais depuis combien de temps les Chinois n'ont pas mené de guerre? Ils feront comme dans toutes les guerres. Une armée qui n'a pas connu la guerre la prend rapidement avec ses pertes et en tire des enseignements. C'est comme ça que ça se passe. Il y a un risque, mais quand on s'engage dans une guerre, on croit toujours qu'on va la gagner. Mais normalement, les vrais planificateurs savent que tout ne sera pas gagné et qu'on va découvrir ses vulnérabilités comme ses forces. Donc la Chine apprendra. Et la question est de savoir, est-ce qu'elle apprendra dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Mais en tout état de cause, elle a tout intérêt, pour revenir à la première question posée, c'est que plus la Chine affaiblit la puissance américaine, plus elle démontre que la puissance américaine a des vulnérabilités, justement en les provoquant par l'envoi de composants pour l'armement, notamment au profit des Iraniens, finalement, ça rentre dans son objectif final pour 2027, 2028, faire douter les Américains de leur capacité à défendre, et surtout c'est un échec, je dirais, pas uniquement militaire, mais politique, parce que c'est pas l'Iran qui va battre militairement les États-Unis, mais en revanche, les destructions qu'on a vues depuis des semaines, la capacité de nuisance de l'Iran montre que même un État aussi fort militairement que les États-Unis n'est pas capable finalement d'imposer sa volonté à l'Iran, qui est moins armé que les États-Unis. Maintenant, la Chine, elle le montre, elle dit, attendez, vous jouez avec l'Iran, mais moi, je suis beaucoup plus fort que l'Iran, donc vous ne venez pas me chatouiller. Le temps avance, Emmanuel Véron. Oui. Sur ce point, ce double jeu de la Chine. Ce double jeu, mais il y a double jeu, double route. Amal Laoui le présentait dans son sujet. En fait, il y a une route ferroviaire qui part de Chine, au cœur de la Chine, vers Xi'an, c'est une grande ville du centre de la Chine, et qui traverse le Kazakhstan, qui traverse l'Ouzbékistan, qui traverse le Turkménistan, qui arrive en Iran. Ça, c'est la première voie en fait continentale par laquelle passent un certain nombre de produits, dont des fameux composants qui peuvent être soit pour un usage militaire, soit pour un usage civil de la vie de tous les jours, y compris pour des questions militaires,
pour du drone ou pour d'autres types d'armements. Et puis il y a la deuxième voie qui est la voie maritime. Effectivement, pas très loin de Hong Kong, vous avez un port, le fameux port de Gaolan, qui est un port à côté en fait de Zhuhai. Zhuhai, Macao, c'est dans la région de Shenzhen et Hong Kong, qui est le principal port exportateur chinois d'un produit qui rentre dans la composition du programme de missiles iranien, le fameux perchlorate de sodium. À l'occasion de la guerre des 12 jours, en juin l'année dernière, lors des frappes israélo-américaines, Téhéran a appelé pratiquement en urgence, un peu paniqué Pékin en disant vite, fournissez-nous davantage et massivement ce fameux produit pour qu'on reconstitue nos stocks de missiles. On est donc il y a un an, juin 2025. Et donc la Chine va essayer d'avoir du levier là-dessus en délivrant ses produits d'un usage militaire. C'est pour un programme de missiles balistiques, donc des munitions compliquées, des munitions complexes, en direction de l'Iran. Et puis effectivement, ça a été évoqué, le sujet de la coopération spatiale. Donc oui, il y a une véritable ingénierie de contournement des sanctions. Et là-dessus, sur cette ingénierie, il y a un échange entre juristes, logisticiens, etc., chinois, iraniens et russes, puisque la Chine a fait à peu près la même chose avec la Russie depuis 2022 en direction de la Russie en Ukraine. Et c'est un espace d'échange commun pour contourner les sanctions, alors même que les États-Unis ont sanctionné la semaine dernière, avant la visite de Trump, plusieurs sociétés chinoises, notamment dans le domaine spatial. Un mot sur ce point avant qu'on parte en Russie. Oui, c'est assez complexe. Il y a un brouillard là-dessus sur la question des armes. Et c'est effectivement, vous évoquiez la question du perchlorate de sodium. D'ailleurs, ça a été évoqué pour l'arraisonnement par les Américains du cargo Tuska mi-avril. Qui aurait eu effectivement des produits duals, notamment perchlorate de sodium, qui sert à alimenter le propergol pour les missiles justement. Et donc ça voulait dire que pendant le conflit, il y avait encore les tentatives justement de reconstitution des stocks en question. Et puis en toile de fond, il y a des rumeurs sur la livraison du fameux CM302, qui est un missile anti-navire chinois très efficace, un des meilleurs du monde, dont on dit que les Iraniens auraient fait les commandes. Et ça, pour la marine américaine, c'est un potentiel game changer justement, parce que ça vaut aussi pour Taïwan en fait, les deux. Et donc il y a un courrier de Donald Trump qui aurait été envoyé à Xi justement, Xi Jinping, en lui disant que il fallait cesser effectivement ces livraisons de matériel ultra sensible. Donc on voit que c'est une question centrale. Et pour ce qui est de Taïwan justement, effectivement, il y avait deux dates qui étaient évoquées. Vous évoquiez 2027 parce que c'est le début de la guerre civile en fait. C'est l'anniversaire du début de la guerre civile en Chine, qui verra en 1949 la victoire du PCC. Et donc il y a 2027-2029. Et dans la représentation chinoise, ce sont deux dates qui sont importantes. Alors ça ne veut pas dire qu'il y aura une invasion, mais il y a une logique de blocus qui peut s'imposer sans que ça soit une invasion. Et donc on voit que ce qui se passe dans le Golfe, en fait, il y a un effet miroir en fait, un jeu de miroir, et les Chinois regardent très très attentivement ce qui se passe dans le Golfe